J'étais juste en train d'arroser les plantes quand j'ai vu la voiture de mon mari chez elle et je l'ai entendu dire juste une nuit de plus. Planifiant leur dernier adieu, ils avaient eu une liaison de 8 mois juste à côté, alors je les ai confrontés pendant leur dîner d'adieu romantique. Tu connais ce moment où tu fais quelque chose de tout à fait ordinaire, quelque chose que tu as fait des milliers de fois auparavant, mais soudainement, ton monde entier bascule sur son axe? C'est exactement là que je me trouvais dimanche soir dernier, debout dans mon propre jardin, un tuyau d'arrosage à la main, arrosant les plants de tomates que Jérôme et moi avions plantés ensemble 3 mois plus tôt. Ce que j'ai vu à travers l'interstice de notre clôture m'a glacé le sang. Et ce que j'ai entendu en me rapprochant m'a fait réaliser que mon mari depuis 12 ans vivait une double vie qui était sur le point de prendre fin, mais pas de la manière que j'avais imaginée. Je suis Pauline Dubois, j'ai 38 ans, et jusqu'à la semaine dernière, je pensais savoir exactement qui j'étais et à quoi ressemblait ma vie. J'étais une épouse dévouée à Jérôme, une mère attentionnée pour notre fille de 10 ans, Chloé, et une infirmière praticienne accomplie à l'hôpital central de Lyon. Notre maison en banlieue de Lyon était notre sanctuaire, le lieu où nous construisions des souvenirs et planifions notre avenir ensemble. Le jardin que j'arrosais ce soir-là représentait tout ce que j'aimais dans notre vie. Jérôme et moi travaillant ensemble, créant quelque chose de beau, nourrissant la croissance. Quel naïf j'étais. Jérôme et moi nous sommes rencontrés il y a 15 ans, quand je travaillais comme infirmière de garde et qu'il commençait sa carrière de conseiller financier. Il était charmant, ambitieux, et avait cette façon de me faire sentir comme si j'étais la personne la plus intéressante de toutes les pièces. Quand Chloé est arrivée 3 ans après notre mariage, Jérôme a semblé embrasser la paternité avec le même enthousiasme qu'il mettait dans tout le reste de sa vie. Il entraînait son équipe de soccer, aidait aux devoirs chaque soir, et ne manquait jamais une représentation scolaire ou une conférence parents-enseignants. Vous deux êtes si chanceux, disaient souvent nos amis, regardant Jérôme et Chloé ensemble lors des réunions de famille. C'est un père tellement présent. J'étais complètement d'accord. Jérôme n'était pas un de ces pères distants qui travaillaient trop ou semblaient mal à l'aise avec les enfants. Il était impliqué, joueur, et sincèrement intéressé par les pensées et les expériences de Chloé. Quand elle rentrait de l'école avec des histoires sur sa journée, Jérôme écoutait attentivement et posait des questions de suivi qui montraient qu'il prêtait vraiment attention. Notre mariage avait eu ses hauts et ses bas au fil des ans. Les défis normaux que chaque couple rencontre en équilibrant carrière, parentalité, et en maintenant leur relation l'un avec l'autre. Mais nous avions toujours réussi à surmonter nos problèmes en parlant et en donnant la priorité à notre famille. Jérôme est mon partenaire dans tous les sens du terme. Quelqu'un en qui j'avais une confiance totale et sans qui je ne pouvais imaginer vivre. C'est pourquoi ce que j'ai découvert dimanche dernier a ressemblé à un coup de foudre. Les changements chez Jérôme avaient été si graduels que je les avais à peine remarqués. Au cours de la dernière année, il avait commencé à travailler plus tard, prétendant que son cabinet de planification financière se développait et nécessitait plus de rendez-vous clients en soirée et les week-ends. Puisque Jérôme avait toujours été ambitieux dans sa carrière, cette explication semblait raisonnable, même si cela signifiait moins de temps passé ensemble en famille. Je construis quelque chose pour nous, disait-il quand je commentais son horaire de travail accru. Les sacrifices maintenant paieront quand Chloé sera prête pour l'université et que nous voudrons voyager davantage. Jérôme avait également commencé à accorder plus d'attention à son apparence, renouvelant sa garde-robe, et s'inscrivant dans une salle de sport près de son bureau. Il prétendait que les relations clients l'obligeaient à être professionnel et énergique, que la planification financière consistait en partie à projeter le succès et la confiance. Les gens veulent que leur conseiller ressemble à quelqu'un qui a sa vie en main, expliquait-il quand je complimentais ses nouveaux vêtements ou que je remarquais qu'il s'entraînait régulièrement. Ça fait partie du travail. Individuellement, ces changements semblaient positifs, un mari motivé par sa carrière et prenant soin de sa santé. Mais ensemble, ils créaient un schéma qui commençait à me mettre mal à l'aise, même si je ne pouvais pas articuler exactement pourquoi. Le comportement au téléphone a été ce qui m'a d'abord rendue méfiante. Jérôme avait toujours été décontracté avec son téléphone, le laissant sur le comptoir de la cuisine pendant qu'il se douchait ou me demandant de vérifier ses messages pendant qu'il conduisait. Mais progressivement, ce téléphone est devenu une extension de son corps. Il l'emportait à la salle de bain, dormait avec sur sa table de chevet, et s'il sonnait pendant le dîner, il le prenait immédiatement. Urgence client, disais-je quand Jérôme commençait à taper des réponses au texto pendant l'heure du coucher de Chloé. Oui, le comte Leroy a de l'anxiété sur le marché, disait-il sans lever les yeux. J'ai besoin de les rassurer avant qu'ils ne prennent des décisions impulsives. Le comte Leroy semblait avoir beaucoup d'anxiété, nécessitant l'attention de Jérôme à toute heure du jour et de la nuit.
Mais lorsque je posais des questions sur les détails de leurs préoccupations, Jérôme donnait des réponses vagues sur la volatilité du marché et les ajustements de portefeuille qui ne semblaient pas tout à fait logiques compte tenu de ses explications précédentes. Jérôme avait également commencé à voyager plus fréquemment pour le travail, assistant à des conférences et rencontrant des clients potentiels dans des villes voisines. Ces voyages étaient généralement de courte durée, souvent une nuit. Trop loin pour rentrer le même jour, mais pas assez long pour justifier d'emmener la famille. « Je déteste vous laisser, Chloé et toi », disait-il en faisant sa valise pour un autre voyage. Mais ces rencontres en personne sont cruciales pour développer le cabinet. Pendant que Jérôme était absent, Chloé et moi avions nos propres aventures, des soirées cinéma, des dîners spéciaux, et des conversations tard le soir qui ressemblaient à des moments de complicité précieux. Mais j'avais commencé à remarquer que ces périodes de parentalité en solo devenaient plus fréquentes. Et les explications de Jérôme sur son programme de voyage semblaient souvent incohérentes avec ce qu'il m'avait dit auparavant. « Tu n'as pas rencontré le groupe de Marseille le mois dernier ?» demandai-je quand Jérôme mentionnait un autre voyage pour rencontrer des clients potentiels à Avignon. « Groupe différent », disait-il rapidement. « Le monde de la planification financière est plus petit que tu ne le penses. Beaucoup de recommandations et d'opportunités de réseautage. » Les voyages du week-end étaient particulièrement déroutants car ils coïncidaient souvent avec des moments où Chloé avait des événements ou des activités importants auxquels Jérôme avait auparavant été enthousiaste à participer. Il manquait ses matchs de soccer ou ses pièces de théâtre scolaires, affirmant que les réunions clients ne pouvaient pas être reprogrammées autour des événements familiaux. « Papa a manqué beaucoup de mes affaires récemment », mentionna Chloé un soir alors que je l'abordais. « Va-t-il bien ? Il travaille juste très dur en ce moment, mon cœur, lui dis-je, mais son observation me piquait car elle reflétait quelque chose que je ressentais mais que je ne voulais pas admettre. L'absence de Jérôme aux activités familiales était devenue suffisamment notable pour que notre fille de 10 ans le commente. Ce n'était pas le père que j'avais épousé ni la dynamique familiale que nous avions établie au cours de la dernière décennie. J'avais également commencé à remarquer des changements dans l'humeur et l'énergie de Jérôme qui ne correspondaient pas tout à fait à ses explications sur son stress professionnel accru. Certains jours, il rentrait épuisé et frustré, prétendant que des clients difficiles ou des conditions de marché avaient rendu la journée éprouvante. D'autres jours, il était énergique et optimiste, disant que de nouvelles opportunités s'ouvraient pour le cabinet. « Bonne journée avec les clients ?» demandai-je quand Jérôme rentrait avec cette humeur énergique. « Vraiment bonne. De nouvelles perspectives qui pourraient considérablement élargir l'entreprise, disait-il, mais il était toujours vague sur les détails, et son enthousiasme semblait souvent disproportionné par rapport au travail relativement routinier qu'il décrivait. Le changement le plus préoccupant était l'attitude de Jérôme envers notre temps familial. Il avait commencé à suggérer que Chloé et moi prenions des voyages pour rendre visite à ma famille sans lui, prétendant qu'il devait rester à la maison pour travailler, mais que nous ne devrions pas manquer les visites familiales à cause de son horaire. « Toi et Chloé devriez aller au mariage de ta sœur sans moi, suggérait-il. J'ai des rendez-vous clients ce week-end, mais il n'y a aucune raison pour que vous manquiez un événement familial aussi important. » Auparavant, Jérôme avait insisté pour assister ensemble aux réunions de famille, disant que le maintien des liens avec les deux côtés de notre famille était important pour le sentiment d'appartenance et de sécurité de Chloé. Sa volonté soudaine, voire son empressement, que Chloé et moi voyagions sans lui semblait hors de caractère et préoccupante. Lors de nos voyages en solo, Jérôme appelait tous les soirs pour prendre des nouvelles de Chloé et s'enquérir de nos activités. Mais les conversations semblaient différentes d'une manière ou d'une autre, plus formelles que sincèrement intéressées, comme s'il accomplissait une obligation plutôt que de rester connecté avec sa famille. « Comment s'est passée ta journée ?» demandai-je quand Jérôme appelait pendant notre visite du week-end chez mes parents. « Calme. J'ai juste rattrapé des paperasses et regardé le match, disait-il. » Mais quelque chose dans son ton suggérait que sa journée n'avait pas été aussi solitaire qu'il le prétendait. Il y a 3 semaines, j'avais commencé à accorder plus d'attention aux détails des récits de Jérôme sur ses activités professionnelles. Je posais des questions de suivi sur les réunions clients, les sujets de conférences et la logistique des voyages, non pas parce que j'étais méfiante, mais parce que j'essayais de rester connecté à sa vie professionnelle et de comprendre les pressions qu'il subissait. Mais les réponses de Jérôme contredisaient souvent les informations qu'il m'avait données précédemment, ou incluaient des détails qui ne semblaient pas logiques compte tenu de ce que je savais de son travail. Quand je soulignais ces incohérences, il prétendait que j'avais mal compris ce qu'il m'avait dit à l'origine ou que les situations avaient changé depuis nos conversations précédentes. Je croyais que tu disais que le comte Durand était préoccupé par les actions technologiques, disais-je quand Jérôme mentionnait le même client inquiet des investissements immobiliers. Ils sont préoccupés par tout,
répondait Jérôme d'un ton légèrement irrité. Les marchés sont volatiles en ce moment et les clients sont nerveux à propos de plusieurs secteurs. Ces conversations commençaient à ressembler à du travail pour nous deux. Moi essayant de comprendre ce qui se passait dans la vie de Jérôme et lui essayant de garder ses explications cohérentes et crédibles. Nous n'avions jamais eu à travailler autant pour communiquer auparavant et cet effort était épuisant. Dimanche dernier a commencé comme n'importe quel autre jour de week-end. Jérôme était censé travailler dans son bureau à domicile, rattrapant les rapports clients et se préparant pour la semaine à venir. Chloé était dans sa chambre à travailler sur un projet scientifique sur la croissance des plantes qui devait être rendu lundi matin. Je faisais les tâches ménagères habituelles du week-end, la lessive, la préparation des repas, et l'entretien de notre jardin. Notre jardin arrière était la fierté et la joie commune de Jérôme et moi. Nous avions passé le printemps précédent à planifier et planter un potager comprenant des tomates, des poivrons, des herbes aromatiques, et une petite parcelle de fleurs que Chloé avait choisie. Travailler ensemble dans le jardin était devenu l'une de nos façons préférées de passer du temps en famille. Chloé aidait à semer les graines et à mesurer la croissance. Jérôme s'occupait des travaux de terrassement plus lourds et de la construction, et je gérais l'arrosage et l'entretien quotidien. Ce sera notre meilleur jardin, avait dit Jérôme en mars, alors que nous planifions l'agencement des plantations de cette année, Chloé va adorer regarder tout ça pousser. Le jardin représentait tout ce que j'accordais de valeur à notre vie de famille, travailler ensemble vers un objectif commun. Apprendre à Chloé la responsabilité et la patience, et créer quelque chose de beau dans notre espace partagé. Arroser les plantes chaque soir était devenu un rituel paisible qui m'aidait à passer du stress de mon travail d'infirmière au calme du temps familial. Ce dimanche soir, j'arrosais les plants de tomates près de la clôture arrière quand j'ai remarqué que la voiture de notre voisine, Léa, était dans son allée. Ce n'était pas inhabituel. Léa vivait seule et était souvent à la maison les week-ends. Mais ce qui était inhabituel, c'était la deuxième voiture garée derrière la sienne, nichée dans un endroit où elle ne serait pas visible de la rue. La voiture ressemblait exactement à la Honda Accord argentée de Jérôme. Ma première pensée fut la confusion. Pourquoi la voiture de Jérôme serait-elle chez Léa? Il était censé travailler dans son bureau, et il n'avait jamais mentionné avoir une raison de visiter notre voisine. Léa était une consultante en marketing indépendante qui travaillait à domicile, quelqu'un avec qui nous échangions des salutations aimables au fil des ans, mais sans jamais développer une amitié étroite. Ma deuxième pensée fut que j'avais peut-être tort à propos de la voiture. Les Honda Accord argentées étaient courantes, et il était possible que Léa ait un ami ou un client qui conduisait un véhicule similaire. De ma position près de la clôture, je ne pouvais pas voir la plaque d'immatriculation assez clairement pour confirmer s'il s'agissait bien de la voiture de Jérôme, mais quelque chose dans le positionnement de la voiture me dérangeait. Elle était garée délibérément hors de vue de la rue, comme quelqu'un qui ne voulait pas que sa présence chez Léa soit évidente aux observateurs occasionnels. Ce type de positionnement prudent suggérait une intention plutôt qu'une coïncidence. Je me suis rapproché de la clôture, prétendant continuer à arroser les plantes tout en essayant de mieux voir la voiture. À travers un interstice dans les planches de la clôture, j'ai pu voir suffisamment de la plaque d'immatriculation pour confirmer mes soupçons. C'était bien la voiture de Jérôme. Mon cœur a commencé à battre la chamade alors que j'essayais de donner un sens à ce que je voyais. Jérôme était censé travailler dans son bureau à domicile, mais sa voiture était garée chez notre voisine d'une manière qui suggérait qu'il ne voulait pas que quelqu'un sache qu'il était là. J'ai rebroussé chemin vers notre maison, prévoyant de vérifier le bureau de Jérôme et de voir s'il était réellement là où il prétendait être. Mais en passant à nouveau devant la clôture, j'ai entendu des voix venant du jardin de Léa. Pas assez fort pour distinguer les mots, mais clairement deux personnes qui conversaient. L'une des voix était clairement féminine, le ton familier de Léa que j'avais entendu lors de nos échanges occasionnels entre voisins. L'autre voix était masculine, et elle ressemblait exactement à celle de mon mari. J'ai arrêté de marcher et je suis resté parfaitement immobile, en écoutant. Les voix venaient de la zone du patio de Léa, qui était partiellement visible à travers l'interstice de notre clôture si je me positionnais sous le bon angle. Ce que j'ai vu m'a donné des jambes molles. Jérôme et Léa étaient assis l'un près de l'autre sur les meubles de patio de Léa, conversant intimement tout en partageant ce qui semblait être une bouteille de vin. Jérôme portait des vêtements décontractés, pas la tenue d'affaires qu'il portait habituellement lorsqu'il travaillait à domicile sur des rapports clients. Léa était habillée d'une robe d'été fluide qui semblait plus appropriée pour une soirée romantique qu'une conversation décontractée entre voisins. Ils étaient assis plus près que des voisins ne s'asseyeraient, plus près que des amis ne s'asseyeraient. Ils étaient assis comme des personnes à l'aise d'être physiquement intimes l'une avec l'autre.
J'observais à travers l'interstice de la clôture, essayant de traiter ce que je voyais tout en espérant simultanément que j'interprétais mal une situation innocente. Peut-être Jérôme était passé pour demander quelque chose à Léa à propos de son travail. Elle était consultante en marketing et peut-être qu'il avait besoin de conseils pour promouvoir son cabinet de planification financière. Peut-être discutait-il de problèmes de voisinage ou planifiait-il une sorte d'événement communautaire. Mais même en essayant de me convaincre qu'il y avait une explication innocente, mon instinct me disait que ce que je voyais n'avait rien d'innocent. Je me suis rapproché de la clôture, me positionnant là où je pouvais entendre plus clairement tout en restant caché derrière notre abri de jardin. Ce que j'ai entendu ensuite a confirmé mes pires craintes et a brisé complètement mon monde. Je n'arrive pas à croire que c'est bientôt fini, disait Léa, la voix douce et triste. Ces 8 derniers mois ont été les plus heureux que j'ai jamais connus. 8 mois. Jérôme et Léa étaient impliqués dans une sorte de relation depuis 8 mois. Exactement la période où le comportement de Jérôme avait commencé à changer de manière que je ne pouvais pas expliquer. Je sais, répondit Jérôme, et sa voix portait le même ton tendre qu'il utilisait autrefois avec moi quand nous sortions ensemble. Mais nous savions toujours que cela ne pourrait pas durer éternellement. Ne pas pouvoir durer éternellement. Il parlait de leur relation comme d'un arrangement temporaire qui touchait à sa fin. J'aimerais que les choses soient différentes, dit Léa. J'aimerais que nous nous soyons rencontrés avant que tu ne sois marié, avant que tu aies Chloé. Ce serait tellement plus simple. Ils discutaient de mon mariage et de ma fille comme d'obstacles à leur relation. Des complications qui les empêchaient d'être ensemble ouvertement. Moi aussi, concéda Jérôme. Mais nous ne pouvons pas changer le passé. Nous ne pouvons que décider de ce que nous faisons du temps qu'il nous reste. Le temps qu'il nous reste. Jérôme parlait de sa relation avec Léa comme si elle se terminait. Comme s'ils avaient une sorte de conversation d'adieu. « Es-tu sûr que c'est ce que tu veux ?» demanda Léa, et il y avait de l'espoir dans sa voix, comme si elle donnait à Jérôme une dernière chance de changer d'avis sur la décision qu'ils avaient prise. « Il le faut, » dit Jérôme fermement. Pauline commence à poser des questions. Chloé a besoin de stabilité. Je ne peux pas risquer de détruire ma famille pour quelque chose qui était toujours censé être temporaire. Temporaire. La liaison de Jérôme avec Léa avait été planifiée comme un arrangement temporaire dès le début. Il n'avait jamais eu l'intention de me quitter pour elle. Il l'avait utilisée pendant 8 mois tout en prévoyant de retourner à notre mariage quand l'excitation s'estompait ou que les risques devenaient trop élevés. Je comprends, dit Léa, mais sa voix se brisait. Je savais dans quoi je m'embarquais quand cela a commencé. Mais cela ne rend pas plus facile de dire au revoir. Demain soir, dit doucement Jérôme. Juste une nuit de plus ensemble, et ensuite nous mettrons fin à cela avant que quelqu'un ne soit plus blessé qu'il ne l'a déjà été. Juste une nuit de plus. Jérôme et Léa planifiaient une dernière rencontre avant de mettre fin à leur liaison. Ils programmaient leur adieu pour demain, lundi soir, pendant que je serais présumé au travail et que Chloé serait à son programme après l'école. Je ne t'oublierai jamais, murmura Léa. Je ne t'oublierai jamais non plus, répondit Jérôme. Mais c'est la bonne chose à faire. J'ai entendu le bruit de mouvement et ce qui était indubitablement des baisers, et j'ai réalisé que je ne pouvais plus écouter. Je me suis reculé de la clôture aussi silencieusement que possible, mon esprit s'emballant à cause de ce que je venais d'entendre. Mon mari depuis 12 ans avait une liaison avec notre voisine depuis 8 mois. Ce n'était pas une attirance spontanée qui avait dégénéré. C'était une relation temporaire calculée que Jérôme avait toujours eu l'intention de terminer quand cela deviendrait inconvenant ou risqué. Plus dévastatrice que la liaison elle-même était la réalisation que Jérôme n'avait jamais eu l'intention de me quitter pour Léa. Il ne s'agissait pas d'amour ou de trouver quelqu'un de plus compatible. Il s'agissait de Jérôme voulant de l'excitation et de la variété tout en maintenant la sécurité et la stabilité de notre mariage et de notre famille. J'étais son filet de sécurité pendant que Léa était son aventure. Je suis retourné à notre maison, en journée, faisant semblant de terminer mes tâches de jardinage pendant que mon esprit essayait de comprendre ce que j'avais découvert. La voiture de Jérôme était toujours chez Léa, mais il avait clairement l'intention de rentrer plus tard avec une histoire sur où il était allé et ce qu'il avait fait. Quand je suis entré, j'ai vérifié le bureau à domicile de Jérôme. Son ordinateur était ouvert sur un dossier client, et il y avait des papiers éparpillés sur son bureau de manière à suggérer qu'il avait travaillé récemment. Mais la chaise était reculée, et la tasse de café sur son bureau était froide, indiquant qu'il avait quitté le bureau il y a quelque temps. Jérôme avait créé l'apparence de travailler à domicile tout en passant l'après-midi avec sa maîtresse juste à côté.
La mise en scène minutieuse de son bureau montrait que cette tromperie n'était pas impulsive. C'était planifié et pratiqué. Je me suis assise dans notre salon, fixant des photos de famille qui semblaient maintenant être des reliques d'une vie différente. Des photos de Jérôme et moi le jour de notre mariage, des vacances que nous avions prises ensemble, des fêtes avec Chloé. Tout semblait faux maintenant que je savais que Jérôme vivait une double vie pendant une bonne partie de l'année. Le pire n'était même pas la trahison elle-même. Le pire était de réaliser que Jérôme n'avait jamais eu l'intention que notre mariage se termine. Il avait prévu de continuer sa liaison jusqu'à ce que cela devienne trop risqué, puis de retourner à être un mari et un père dévoué comme si de rien n'était. J'aurais continué à vivre avec un homme capable de tromperie systématique, sans jamais savoir que toute notre relation était basée sur des mensonges. Environ 1 heure plus tard, j'ai entendu la clé de Jérôme dans la porte d'entrée. Il est entré dans le salon, l'air détendu et satisfait, comme quelqu'un qui avait passé un après-midi agréable à travailler sur des projets qu'il aimait. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il, m'embrassant le front de la manière distraite qui était devenue son salut standard. « Calme, dis-je, le regardant attentivement. J'ai juste fait du jardinage et aidé Chloé avec son projet scientifique. Comment était le travail ? Productif. J'ai enfin rattrapé le compte Martin et j'ai commencé à planifier pour le prochain trimestre, dit Jérôme sans hésitation. C'est parfois agréable de travailler à domicile où je peux vraiment me concentrer. Jérôme me mentait en pleine face avec la même facilité décontractée qu'il utilisait depuis 8 mois. Il n'y avait aucune culpabilité, aucune hésitation. Aucune reconnaissance qu'il venait de passer l'après-midi avec une autre femme pendant que sa femme croyait qu'il travaillait. « As-tu accompli tout ce que tu voulais faire ?» demandai-je. La plupart. Je devrais probablement faire quelques heures supplémentaires demain soir pour terminer quelques projets, dit Jérôme. Et j'ai réalisé qu'il était déjà en train d'établir son alibi pour sa dernière nuit avec Léa. Demain c'est lundi, dis-je. Je travaillerai tard à l'hôpital. Chloé a entraînement de soccer jusqu'à 18h. Ensuite, elle ira chez Emma pour une soirée pyjama. Tu auras la maison pour toi toute seule. Je donnais à Jérôme des informations sur notre emploi du temps familial. Des informations qu'il utiliserait pour planifier sa soirée d'adieu avec notre voisine tout en s'assurant qu'il ne serait pas surpris ou interrompu. Ça tombe bien, dit Jérôme. Je pourrais vraiment me concentrer sur la finalisation de ses rapports clients. Pendant le dîner, Jérôme était plus animé et engagé qu'il ne l'avait été depuis des mois. Il posait des questions détaillées à Chloé sur son projet scientifique, proposait de l'aider à faire ses devoirs, et suggérait que nous planifions un voyage de camping en famille pour le long week-end à venir. Ça fait trop longtemps que nous n'avons pas fait quelque chose d'amusant ensemble en famille, dit-il, tendant la main par-dessus la table pour me serrer la main. J'ai trop travaillé ces derniers temps. L'attention renouvelée de Jérôme envers notre famille ressemblait à une moquerie, sachant ce que je savais de ses activités de l'après-midi et de ses plans pour la soirée suivante. Il jouait le rôle du mari et du père parfait tout en planifiant simultanément sa trahison finale de notre mariage. Après que Chloé soit allée se coucher, Jérôme a suggéré que nous regardions un film ensemble, chose que nous n'avions pas faite depuis des semaines. Nous nous sommes blottis sur le canapé comme nous le faisions quand nous étions mariés, et Jérôme était affectueux et attentionné d'une manière qui m'a rappelé pourquoi je suis tombée amoureuse de lui. Je t'aime, dit-il alors que le générique du film défilait. Je sais que j'ai été distrait par le travail ces derniers temps, mais je veux que tu saches que toi et Chloé êtes les choses les plus importantes dans ma vie. Jérôme me disait qu'il m'aimait moins de 4 heures après que je l'eus entendu planifier une soirée romantique finale avec une autre femme. Il était capable de compartimenter ses émotions et ses relations d'une manière qui me terrifiait. Cette nuit-là, tandis que Jérôme dormait paisiblement à mes côtés, je suis resté éveillé, essayant de comprendre quoi faire des informations que j'avais découvertes accidentellement. Je pouvais confronter Jérôme immédiatement, mais à quoi cela servirait-il ? Il avait déjà décidé de mettre fin à sa liaison. Le surprendre en flagrant délit n'accélérerait qu'un calendrier qu'il avait déjà établi. Ou je pouvais le laisser avoir sa dernière nuit avec Léa et voir ce qui se passerait ensuite. Finirait-il vraiment la liaison comme il l'avait promis ? Deviendrait-il le mari et le père dévoué qu'il prétendait être ? Notre mariage s'améliorerait-il réellement une fois sa relation secrète terminée ? Mais l'idée de permettre à Jérôme d'avoir une nuit de plus avec Léa tout en me mentant sur ses activités me donnait la nausée. Je ne pouvais pas rester assise à la maison demain soir, faisant semblant de croire son histoire de travail tardif alors que je savais qu'il était juste à côté, disant au revoir à la femme avec qui il trahissait notre famille depuis 8 mois.
Je devais décider si je devais le confronter avant sa réunion finale prévue ou le surprendre en train de dire au revoir. J'ai choisi de le surprendre en flagrant délit. Le lendemain matin, Jérôme est parti pour son vrai bureau, prétendant avoir des rendez-vous clients toute la journée. Chloé est allée à l'école et je suis allé à l'hôpital pour mon quart de travail régulier. Mais j'avais organisé de quitter le travail plus tôt, disant à mon superviseur que j'avais une situation familiale qui nécessitait mon attention immédiate. J'ai passé mon quart de travail à réfléchir au mariage que je pensais avoir par rapport au mariage que j'avais réellement. Pendant 8 mois, Jérôme avait mené une double vie qui incluait des dîners romantiques, des conversations intimes, et de l'affection physique avec une autre femme. Il rentrait auprès de moi et de Chloé après avoir passé du temps avec Léa, apportant l'excitation et la satisfaction de sa liaison dans notre vie de famille sans que nous sachions jamais d'où venaient ses bonnes humeurs. Chaque fois que Jérôme semblait particulièrement heureux ou affectueux au cours des 8 derniers mois, je l'attribuais au succès au travail ou au contentement familial. Maintenant, j'ai réalisé que son énergie positive venait probablement de sa relation avec Léa, et que j'en avais bénéficié des retombées émotionnelles de sa liaison sans le savoir. L'idée me faisait sentir que toute notre relation avait été contaminée par la tromperie de Jérôme. À 16 heures, j'ai quitté l'hôpital et je suis rentré chez moi, me garant dans notre garage. Pour que Jérôme ne voie pas ma voiture s'il jetait un coup d'œil depuis la maison de Léa. Chloé était à l'entraînement de soccer comme prévu et ne rentrerait pas avant sa soirée pyjama chez Emma. Jérôme pensait avoir toute la soirée libre pour passer avec Léa sans aucun risque d'être surpris. Je me suis positionné dans notre jardin arrière vers 18 heures, prétendant jardiner, mais en réalité surveillant l'arrivée de Jérôme chez Léa. À 18h30, je l'ai vu traverser nos jardins arrière portant ce qui semblait être une bouteille de vin et un petit sac cadeau, un cadeau. Jérôme avait acheté un cadeau d'adieu à Léa pour marquer la fin de leur liaison de 8 mois. J'ai attendu que Jérôme soit chez Léa depuis environ 30 minutes. Puis je me suis approché et j'ai frappé à sa porte d'entrée. Léa a ouvert la porte, l'air troublé et surprise de me voir. Elle portait la même robe d'été fluide que je l'avais vue porter la veille, et ses cheveux et son maquillage étaient faits, comme si elle s'attendait à une soirée romantique. « Pauline » dit-elle, essayant de paraître heureuse tout en n'en étant manifestement rien. « Quelle surprise ! Que puis-je faire pour vous ? » « Je cherche Jérôme » dis-je calmement. Son bureau a dit qu'il était parti tôt et sa voiture n'est pas dans notre allée. Je pensais qu'il était peut-être passé vous demander quelque chose. Derrière Léa, je pouvais voir le sac cadeau de Jérôme posé sur sa table basse à côté de 2 verres de vin et de ce qui semblait être des contenants à emporter d'un restaurant coûteux. Jérôme, répéta Léa comme si elle n'avait jamais entendu ce nom auparavant. Non, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Peut-être qu'il fait des courses. Léa me mentait aussi facilement que Jérôme m'avait menti pendant 8 mois. Ils étaient tous deux devenus à l'aise avec la tromperie comme moyen de protéger leur relation. C'est étrange, dis-je, regardant par-dessus Léa dans son salon. Parce que j'aurais juré avoir vu quelqu'un qui lui ressemblait dans votre jardin plus tôt. Oh, ça doit être elle est paysagiste, dit Léa rapidement. J'ai fait venir quelqu'un pour me donner une estimation pour des travaux de jardinage. Elle est paysagiste portait le polo bleu de Jérôme, dis-je. Celui que je lui ai acheté pour la fête des pères l'année dernière. Le visage de Léa est devenu pâle alors qu'elle réalisait que son mensonge ne tenait pas sous un examen aussi basique. Pauline, je crois qu'il y a eu un malentendu. Le seul malentendu, l'interrompis-je, c'est de penser que je suis assez stupide pour croire que mon mari n'a pas eu de liaison avec toi ces 8 derniers mois. À ce moment-là, Jérôme est apparu derrière Léa, l'air d'un homme qui réalise que son monde soigneusement construit était sur le point de s'effondrer. Pauline, dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je peux expliquer. Peux-tu, demandai-je, entrant dans le salon de Léa sans y être invité. Peux-tu expliquer pourquoi tu m'as dit que tu travaillais tard ce soir alors qu'en fait tu es ici à dîner romantiquement avec notre voisine ? Peux-tu expliquer pourquoi tu me mens à moi et à Chloé depuis 8 mois tout en menant une liaison que tu prévois d'arrêter demain soir ? Le visage de Jérôme est passé de pâle à gris alors qu'il réalisait à quel point Jean savait sur sa relation avec Léa et leur calendrier pour y mettre fin. Tu nous as entendus hier, dit-il. Ce n'était pas une question. J'ai tout entendu. J'ai confirmé. J'ai entendu parler de ta liaison de 8 mois. J'ai entendu parler de tes plans pour y mettre fin demain soir. Je t'ai entendu l'appeler temporaire et discuter de la façon d'éviter de détruire ta famille alors que tu nous trahissais systématiquement depuis la majeure partie de cette année. Léa a commencé à pleurer, mais Jérôme est resté là, l'air vaincu. J'allais y mettre fin, dit-il calmement.
Ce soir était censé être notre adieu. Alors ça améliore les choses, demandai-je. Le fait que tu aies prévu d'arrêter de me tromper excuse d'une certaine manière le fait que tu m'aies trompé? Non, dit Jérôme. Rien ne l'excuse. Mais je veux que tu saches que je n'ai jamais eu l'intention que cela devienne continu. C'était censé n'être que quelques fois et puis c'est devenu quelque chose de plus et puis je ne savais pas comment y mettre fin sans blesser tout le monde. Alors, tu as décidé de blesser tout le monde en mentant à ce sujet, dis-je. Cela semble être un bien meilleur plan. J'ai regardé autour de moi dans le salon de Léa, prenant en compte la mise en scène du dîner romantique, le vin, le sac cadeau que Jérôme avait apporté pour leur soirée d'adieu. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac cadeau, demandai-je. Jérôme et Léa échangèrent des regards, mais aucun ne répondit. Je me suis approché et j'ai regardé à l'intérieur. C'était un bijou, un délicat collier en argent avec un petit pendentif épelant, toujours. Toujours, demandai-je, tenant le collier. Cela ressemble à un cadeau d'adieu, Jérôme. Cela ressemble à une promesse. C'était censé être un souvenir, dit Jérôme misérablement. Quelque chose pour qu'elle se souvienne de notre temps ensemble. Comme c'est romantique, dis-je. Un homme marié qui offre à sa maîtresse un bijou disant toujours tout en prévoyant de rentrer chez lui auprès de sa femme et de faire comme si de rien n'était. J'ai reposé le collier dans le sac cadeau et me suis tourné pour faire face à tous les deux. Voici ce qui va se passer, dis-je, ma voix ferme malgré la rage et le chagrin qui m'agitait. Jérôme, tu vas rentrer chez toi tout de suite et faire ton sac. Tu peux rester chez ton frère pendant que nous déciderons de la suite. Pauline, s'il te plaît. Je n'ai pas fini, dis-je fermement. Et toi, Léa, je veux que tu comprennes que cette liaison n'est pas arrivée dans le vide. Tu as couché avec un homme marié qui a une fille de 10 ans. Tu as participé à la tromperie d'une famille tout en vivant juste à côté de chez nous. Je n'ai jamais voulu que personne ne soit blessé, dit Léa à travers ses larmes. Mais tu as voulu que l'on me mente, répondis-je. Tu as voulu que Chloé ait un père qui menait une double vie. Tu as voulu que mon mariage soit basé sur la tromperie pendant que tu bénéficiais de l'attention et de l'affection de Jérôme. J'ai ramassé les contenants à emporter de leur dîner romantique. C'est de la trattoria, ai-je fait remarquer. Le même restaurant où Jérôme m'a emmené pour notre anniversaire le mois dernier. Est-ce que vous avez ri de ça? Avez-vous apprécié de partager un lieu spécial avec lui qu'il avait déjà amené sa femme? Ni l'un ni l'autre n'a répondu, mais leurs expressions me disaient que oui, ils avaient effectivement trouvé amusant de partager notre restaurant spécial. J'ai besoin que vous compreniez tous les deux quelque chose, ai-je poursuivi. Cette liaison dure depuis 8 mois, ce qui signifie que chaque dîner de famille, chaque fête, chaque histoire du soir que Jérôme a lu à Chloé, chaque « je t'aime » qu'il m'a dit, tout cela s'est passé pendant qu'il entretenait une relation romantique active avec une autre femme. J'ai regardé directement Jérôme. Chloé m'a demandé la semaine dernière pourquoi tu avais manqué autant de ces activités récemment. Ta fille de 10 ans a remarqué que son père n'était plus aussi présent qu'avant, mais elle ne sait pas que c'est parce que tu as privilégié ta liaison au détriment de ses matchs de soccer et de ses pièces de théâtre. Le visage de Jérôme s'est décomposé alors qu'il réalisait comment ses choix avaient affecté Chloé. Et Léa, me suis-je tourné vers notre voisine. Tu m'as fait coucou par-dessus la clôture tout en couchant avec mon mari. Tu as été amicale et voisine tout en participant activement à la destruction de mon mariage. Je suis désolé, murmura Léa. Je sais que ça ne veut rien dire maintenant, mais je suis vraiment désolé. Tu es désolé d'avoir été prise, ai-je corrigé. Si je n'avais pas entendu votre conversation hier, vous auriez eu votre soirée d'adieu ce soir et tu serais retourné être ma voisine aimable pendant que Jérôme redevenait mon mari dévoué. Ni toi ni lui ne m'auriez rien dit sur ce que vous avez fait à notre famille. Je suis sorti de la maison de Léa, puis je me suis retourné. Jérôme, j'ai dit ce que j'ai dit à propos de faire tes valises. J'ai besoin de temps pour réfléchir si notre mariage peut survivre à cette trahison, et je ne peux pas le faire en pensant avec toi dans la maison en faisant semblant que tout est normal. Et Chloé, demanda Jérôme. Que allons-nous lui dire? Nous allons lui dire la vérité, dis-je. Que tu as fait des choix qui ont blessé notre famille et que nous avons besoin de temps séparés pour comprendre comment avancer. Elle n'a pas besoin de connaître les détails. Elle n'a pas besoin de connaître les détails maintenant, les jeux interrompus. Mais elle a besoin de savoir que son père est capable de mentir pendant 8 mois tout en menant une double vie. Elle apprendra ses leçons un jour, et je préfère qu'elle les apprenne d'une manière qui la protège plutôt que d'une manière qui détruit sa capacité à faire confiance aux gens.
J'ai quitté la maison de Léa et je suis retourné chez nous, où je me suis assise dans le salon, entouré de photos de famille, et j'ai essayé de comprendre le fait que mon mariage était terminé. Pas parce que Jérôme et moi nous étions éloignés ou avions cessé de s'aimer, mais parce que Jérôme avait choisi l'excitation temporaire plutôt que l'engagement permanent. 1 heure plus tard, Jérôme est rentré et m'a trouvé assise au même endroit où je l'attendais la veille. J'ai tout arrêté, dit-il complètement. J'ai dit à Léa que nous ne pouvions plus avoir de contact, et je lui ai rendu le collier. Ce n'est pas le problème, Jérôme, dis-je calmement. Le problème, c'est que tu as passé 8 mois à me mentir tout en ayant une relation émotionnelle et physique avec une autre femme. Le problème, c'est que tu as ramené l'énergie et la satisfaction de cette relation dans notre mariage sans que je sache d'où cela venait. Mais c'est fini maintenant, dit Jérôme désespérément. C'était toujours censé être fini. Je n'ai jamais eu l'intention de te quitter, toi et Chloé. Je sais, dis-je. C'est d'ailleurs ce qui rend les choses pires. Tu n'as pas eu de liaison parce que tu étais malheureuse dans notre mariage. Tu as eu une liaison parce que tu voulais de la variété et de l'excitation tout en conservant la sécurité et la stabilité de notre famille. Jérôme s'est assis en face de moi, l'air d'un homme qui comprenait enfin l'étendue totale de ce qu'il avait fait. J'ai utilisé toutes les deux, dit-il calmement. J'ai utilisé Léa pour l'excitation, et je t'ai utilisé pour la sécurité. Oui, ai-je concédé. Et tu as utilisé la confiance de Chloé en toi pour maintenir la façade d'un père dévoué alors que tu privilégiais en fait ta liaison à ses activités et à ses besoins. Que puis-je faire, demanda Jérôme. Comment puis-je arranger ça? Je ne sais pas si tu le peux honnêtement. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé une fois dans un moment de faiblesse. C'est quelque chose que tu as planifié et maintenu pendant 8 mois. Tu as prouvé que tu étais capable de tromperie systématique, et je ne sais pas comment te faire confiance à nouveau. Je ferai n'importe quoi, Jérôme, dit-elle. Des conseils, de la thérapie, une transparence totale, tout ce dont tu as besoin. Pour l'instant, j'ai besoin que tu fasses tes valises et que tu me laisses de l'espace pour réfléchir, dis-je. Chloé rentrera demain après l'école, et j'ai besoin de comprendre comment expliquer à notre fille que son père a vécu dans le mensonge. Jérôme a emballé ses affaires ce soir-là pendant que je m'asseyais dans notre jardin arrière, fixant le jardin que nous avions planté ensemble et pensant à quel point j'avais été naïf de croire que notre mariage était bâti sur le même fondement que je le pensais. Les plants de tomates prospéraient, atteignant le soleil et produisant des fruits que Jérôme, Chloé et moi avions prévu de récolter ensemble. Mais je ne pouvais pas les regarder sans me souvenir du moment où mon monde avait basculé. Quand j'arrosais ces mêmes plantes et que j'avais découvert que mon mari était juste à côté, planifiant sa dernière nuit avec la femme avec qui il trahissait notre famille depuis 8 mois. Au cours des semaines suivantes, Jérôme a emménagé chez son frère, et nous avons commencé le douloureux processus de thérapie de couple, de thérapie individuelle, et d'essayer d'aider Chloé à comprendre pourquoi son père ne vivait plus à la maison. Jérôme s'est engagé à regagner ma confiance et à reconstruire notre famille, mais j'avais du mal à accepter que j'avais été marié à quelqu'un capable d'une tromperie aussi étendue. La partie la plus difficile n'est pas de pardonner la liaison, ai-je dit à notre conseillère conjugale lors d'une de nos séances. La partie la plus difficile est d'accepter que je n'ai jamais vraiment connu mon mari. L'homme auquel je pensais être marié n'aurait pas été capable de me mentir pendant 8 mois tout en planifiant une relation secrète. Les gens sont capables de compartimenter leur comportement d'une manière qui les surprend même eux-mêmes, a expliqué le docteur Rodriguez. Jérôme ne se voyait peut-être pas comme quelqu'un capable de tromperie à long terme, mais il s'est retrouvé dans une situation où chaque mensonge a conduit au mensonge suivant jusqu'à ce qu'il vive une double vie complète. Jérôme travaillait dur pour comprendre comment il était devenu quelqu'un capable de trahison systématique. Mais je travaillais tout aussi dur pour comprendre comment j'avais manqué tant de signes et accepté tant d'explications qui ne semblaient pas tout à fait logiques. Je repense à toutes les fois où je t'ai posé des questions sur ton emploi du temps ou tes activités professionnelles, ai-je dit à Jérôme lors d'une de nos séances de thérapie. Tu avais toujours des réponses qui semblaient raisonnables, mais maintenant je réalise que tu avais préparé ces réponses à l'avance. Je ne voulais jamais te mentir, dit Jérôme. Mais une fois que la liaison a commencé, chaque vérité aurait conduit à plus de questions auxquelles je ne pouvais pas répondre sans tout révéler. Alors, tu as choisi de mentir plutôt que de mettre fin à la liaison, ai-je dit. Chaque jour pendant 8 mois, tu as choisi de me mentir plutôt que d'être honnête sur ce que tu faisais. Oui, admit Jérôme. Et je comprends pourquoi cela rend impossible pour toi de me faire confiance. Maintenant, les séances de thérapie nous aidaient à comprendre comment la liaison de Jérôme avait eu lieu et quel schéma avait permis qu'elle continue,
mais elle ne résolvait pas le problème fondamental de savoir comment reconstruire la confiance après une tromperie aussi étendue. Chloé avait du mal avec les changements dans notre structure familiale, bien qu'elle ne connaisse pas les détails spécifiques de pourquoi son père vivait ailleurs. Nous lui avons dit que Jérôme et moi avions des problèmes que nous devions résoudre, et que parfois les parents ont besoin d'espace pour comprendre comment être de meilleurs partenaires et parents. « Quand est-ce que papa rentre à la maison ?» m'a-t-elle demandé un soir alors que je l'abordais. « Je ne sais pas, mon cœur » lui dis-je. Honnêtement, nous travaillons sur nos problèmes, mais certains problèmes prennent beaucoup de temps à résoudre. « Papa a fait quelque chose de mal ?» demanda Chloé avec la compréhension intuitive que les enfants ont souvent des situations d'adultes. « Papa a fait des choix qui ont blessé notre famille » dis-je prudemment. « Mais cela ne signifie pas qu'il ne t'aime pas, et cela ne signifie pas qu'il est une mauvaise personne. Parfois, les bonnes personnes font de mauvais choix. Comme quand j'ai menti en disant avoir cassé le jouet d'Emma. Un peu, ai-je concédé. Mais plus gros et avec des conséquences qui affectent plus de personnes. Chloé a semblé accepter cette explication, mais je pouvais voir qu'elle était consciente de la tension et de l'incertitude dans notre famille. Elle était plus collante que d'habitude, plus anxieuse face aux changements de routine, et plus sensible à mes humeurs et à mes réactions. 3 mois après avoir découvert la liaison de Jérôme, j'ai pris la décision de demander le divorce. Pas parce que je voulais punir Jérôme, ou parce que j'étais certaine que notre mariage ne pouvait pas être réparé, mais parce que j'ai réalisé que je ne pouvais pas reconstruire la confiance avec quelqu'un tout en faisant le deuil de la relation que je pensais avoir eue. Je dois avancer dans ma vie, ai-je dit à Jérôme lors de notre dernière séance de thérapie. Je ne peux pas passer les prochaines années à me demander si tu me dis la vérité sur où tu es allé ou avec qui tu as été. Je comprends, dit Jérôme, bien qu'il fût clairement dévasté par ma décision. Je déteste que mes choix aient mené à cela, mais je comprends que tu aies besoin de te protéger, toi et Chloé. La liaison n'est pas la seule raison pour laquelle je choisis le divorce, ai-je expliqué. Le problème plus important est que tu m'as montré que tu es capable de vivre une double vie complète tout en maintenant l'apparence d'un mari et d'un père dévoué. Même si tu ne trompes plus jamais, je me demanderai toujours ce que tu pourrais encore me cacher. La procédure de divorce a été étonnamment amiable. En partie parce que Jérôme n'a rien contesté et en partie parce que nous étions tous deux déterminés à minimiser l'impact sur Chloé. Nous avons établi une garde partagée qui lui a donné de la stabilité et du temps régulier avec les 2 parents, et Jérôme a accepté de payer une pension alimentaire qui me permettrait de conserver notre maison familiale. Léa a déménagé du quartier dans les 6 mois suivant notre confrontation, incapable de gérer les conséquences sociales de sa liaison avec un voisin marié. Plusieurs de nos voisins avaient appris la situation, et Léa a trouvé inconfortable de continuer à vivre juste à côté de la famille qu'elle avait contribué à détruire. Je pense que c'est mieux pour tout le monde si je recommence ailleurs, m'a-t-elle dit lors d'une brève conversation alors qu'elle chargeait son camion de déménagement. Je sais que mes excuses ne signifient pas grand-chose maintenant, mais je veux que tu saches que je regrette sincèrement la douleur que j'ai causée à toi et à Chloé. Je te crois que tu regrettes, ai-je répondu. Mais je pense aussi que tu ferais le même choix à nouveau si tu te trouvais dans une situation similaire. Le problème n'était pas que tu ne comprenais pas les conséquences. Le problème était que tu ne te souciais pas des conséquences tant qu'elles ne t'affectaient pas directement. Léa n'a pas répondu à cette observation, mais son expression a suggéré qu'elle reconnaissait la vérité de ce que j'avais dit. 2 ans après la finalisation du divorce, Chloé et moi avions établi un nouveau rythme pour notre vie ensemble. Elle passait un week-end sur 2 et 2 soirs par semaine avec Jérôme, qui avait emménagé dans un appartement de l'autre côté de la ville et travaillait à reconstruire sa relation avec sa fille. Papa semblait souvent triste, a mentionné Chloé un soir alors que nous faisions nos devoirs ensemble. Il a fait des choix qui ont eu des conséquences qu'il n'attendait pas, lui ai-je dit. Parfois, quand les gens blessent ceux qu'ils aiment, ils finissent par se blesser eux-mêmes aussi. Penses-tu qu'il est désolé ? demanda Chloé. Je pense qu'il est très désolé, dis-je. Mais être désolé ne répare pas toujours tout ce qui est cassé. Chloé semblait comprendre ce concept, et elle apprenait progressivement à naviguer entre les parents qui vivaient dans des maisons différentes, mais qui s'engageaient à la coparentalité efficacement. J'ai aussi recommencé à sortir, bien que prudemment. Mon expérience avec Jérôme m'avait appris à prêter attention aux incohérences dans les récits des gens et à faire confiance à mon instinct quand quelque chose ne semblait pas juste concernant le comportement de quelqu'un. J'aime que tu poses des questions directes, m'a dit mon petit ami actuel, Michael, après que nous ayons eu 6 mois de relation. Je n'ai jamais à me demander ce que tu penses ou si tu es contrarié par quelque chose. Je ne fais plus de communication subtile, lui ai-je dit. Si quelque chose me dérange,
tu le sauras. Et pourquoi cela me dérange? Ça semble incroyable, dit Michael. Pas de supposition, pas de question, pas d'essai de lire dans tes pensées. L'appréciation de Michael pour ma franchise m'a appris que les compétences en communication que j'avais développées après la trahison de Jérôme étaient en fait des forces relationnelles plutôt que des mécanismes de défense. Avec quelqu'un qui voulait sincèrement l'honnêteté, mes questions et l'établissement de limites ressemblaient à de l'intimité plutôt qu'à de l'interrogatoire. 3 ans après avoir découvert la liaison de Jérôme en arrosant mes plants de tomates, j'ai 41 ans, je coparentais Chloé avec son père avec succès et je construisais une nouvelle relation basée sur les principes d'honnêteté et de transparence qui se sont avérés être non négociables pour moi. Je continue d'entretenir notre jardin familial, bien qu'il ait l'air différent maintenant. Plus petit, plus gérable pour une personne, mais toujours productif et beau. Chloé m'aide à planter et à récolter. Et nous avons développé nos propres traditions autour du jardinage qui n'incluent pas les souvenirs de travailler aux côtés de quelqu'un qui nous trompait systématiquement. Tu te souviens quand on pensait que papa travaillait dans son bureau, mais qu'il était en fait juste à côté, m'a demandé Chloé récemment alors que nous plantions les tomates de cette année. Je m'en souviens, dis-je, surprise qu'elle ait fait ce lien. Je suis contente que tu aies découvert, dit-elle de manière terre à terre. Il vaut mieux connaître la vérité, même si la vérité est triste. Chloé, maintenant âgée de 13 ans, avait développé sa propre compréhension de ce qui était arrivé à notre famille et pourquoi mes parents avaient divorcé. Nous lui avions progressivement partagé des détails adaptés à son âge sur les choix de Jérôme et l'importance de l'honnêteté dans les relations. Pourquoi papa pensait-il que c'était correct de nous mentir, demanda-t-elle. Je pense qu'il s'est convaincu que ce que nous ne savions pas ne nous blesserait pas, dis-je. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionnent les relations. Mentir aux gens qu'on aime les blesse, même s'ils ne savent pas qu'on leur ment, car on ne peut pas vraiment aimer quelqu'un si on lui ment. C'est exactement ça, ai-je concédé. Le véritable amour exige l'honnêteté, même lorsque l'honnêteté est difficile ou inconfortable. Ces conversations avec Chloé me rappelaient pourquoi j'avais fait les choix que j'avais faits après avoir découvert la liaison de Jérôme. Je ne pouvais pas reconstruire un mariage sur le fondement de la tromperie, mais je pouvais apprendre à ma fille l'importance de l'intégrité et du courage nécessaires pour choisir la vérité plutôt que le confort. Je parle aussi occasionnellement dans des groupes de soutien pour les personnes confrontées à l'infidélité, partageant mon histoire avec d'autres qui essaient de décider s'il faut travailler sur leur mariage ou aller de l'avant avec le divorce après avoir découvert une trahison. La liaison n'est pas le pire, dis-je à ces groupes. Le pire est de réaliser que j'ai vécu avec quelqu'un capable de tromperie systématique tout en maintenant l'apparence d'un partenaire dévoué. Cette réalisation a changé ma compréhension de toute notre relation. Comment savez-vous quand essayer de réparer le mariage par rapport à quand partir, demandent souvent les gens. Pour moi, tout se résumait à savoir si je pouvais imaginer faire à nouveau confiance à cette personne, répondis-je, pas seulement leur faire confiance de ne pas tromper, mais leur faire confiance d'être honnête sur quoi que ce soit d'important. Jérôme m'avait montré qu'il pouvait me mentir en pleine face pendant 8 mois tout en planifiant des activités qui contredisaient directement ses déclarations. Je ne savais pas comment reconstruire la confiance avec quelqu'un qui avait prouvé sa capacité à un tel niveau de tromperie. L'histoire de ma découverte en arrosant les plantes est devenue un conte de mise en garde parmi mes amis et collègues sur l'importance de prêter attention aux incohérences et de faire confiance à son instinct quand quelque chose ne va pas. Ton histoire m'a fait réaliser que les explications de mon mari pour ces changements d'horaire ne semblaient pas logiques, m'a dit une femme après que j'ai parlé dans son groupe de soutien. J'ai commencé à poser des questions plus directes et j'ai découvert qu'il avait une liaison émotionnelle avec une collègue depuis 6 mois. Que as-tu fait, demandai-je. Je les ai tous les deux confrontés immédiatement et j'ai exigé une transparence totale à l'avenir. Plus de conversations privées avec elle, plus de changements d'horaire inexpliqués, et des points de contrôle hebdomadaires sur notre état. C'était un travail difficile, mais nous avons pu reconstruire notre mariage parce qu'il était prêt à accepter la responsabilité et à changer son comportement. Et tu as pu lui faire confiance à nouveau. Il a fallu du temps, mais oui. La différence entre ta situation et la mienne, c'est que la liaison de mon mari était principalement émotionnelle et relativement à court terme. Il a également accepté immédiatement la pleine responsabilité et était prêt à faire tout le nécessaire pour reconstruire la confiance. Les deux liaisons étaient beaucoup plus étendues et trompeuses. Ces conversations m'ont appris qu'il n'y a pas une seule bonne réponse pour gérer l'infidélité, mais que les facteurs clés sont l'étendue de la tromperie, la volonté du partenaire infidèle d'assumer la responsabilité, et la capacité des deux personnes à imaginer reconstruire la confiance. Aujourd'hui, je suis dans une relation saine avec Michael. Nous prévoyons d'emménager ensemble l'année prochaine, et Chloé semble sincèrement heureuse de notre dynamique familiale recomposée.
Jérôme s'est remarié, avec quelqu'un qu'il a rencontré au travail qui comprend son histoire et a fait la paix avec ses erreurs. Tu es d'accord avec le fait que papa se remarie? Ai-je demandé à Chloé quand elle m'a parlé des fiançailles de Jérôme. Oui, dit-elle. Je pense que c'est bien qu'il ait trouvé quelqu'un qui le rend heureux. Et je pense que c'est bien que tu aies trouvé Michael aussi. Penses-tu que notre famille est brisée? Ai-je demandé, curieuse de son point de vue sur notre arrangement de coparentalité non conventionnel mais fonctionnel. Non, dit Chloé pensivement. Je pense que notre famille a juste l'air différente d'avant. Mais tout le monde s'aime toujours, juste d'une manière différente. La sagesse de Chloé m'a rappelé que l'objectif n'était pas de préserver notre structure familiale à tout prix, mais de créer une dynamique familiale basée sur l'honnêteté, le respect et le souci sincère du bien-être de chacun. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de refuser d'accepter la tromperie comme normale. Même lorsque ce refus change tout dans votre vie. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de faire entièrement confiance à votre instinct. Même lorsque ces instincts vous mènent à des découvertes dévastatrices. Et parfois, la chose la plus importante que vous puissiez faire est de choisir la vérité plutôt que le confort. Surtout lorsque vous modélisez des valeurs relationnelles pour un enfant qui apprend ce que sont l'amour et le respect. J'ai choisi l'honnêteté plutôt que la commodité, mon intégrité personnelle plutôt que la préservation d'une illusion, et la compréhension de Chloé des relations saines plutôt que le maintien d'un mariage fondé sur des mensonges. Ce choix m'a coûté la vie que je pensais vouloir. Mais il m'a donné une vie qui était réellement fondée sur les valeurs auxquelles je croyais. Et je ferai le même choix encore et encore. Parce que vivre dans la vérité, même la vérité dévastatrice, est infiniment mieux que vivre dans une belle tromperie. Et se faire entièrement confiance, même lorsque cela détruit tout ce que l'on pensait vouloir, est infiniment mieux que de trahir ses propres instincts pour préserver les secrets des autres. Parfois, les personnes qui prétendent vous aimer le plus sont en réalité celles qui causent le plus de dommages à votre capacité de vous faire confiance à vous-même et aux autres. Et parfois, le seul moyen de vous sauver vous-même et votre enfant est de choisir le courage plutôt que le confort, la vérité plutôt que la paix, et votre propre intégrité plutôt que la commodité des autres. Les plants de tomates que j'arrosais ce soir-là lorsque j'ai découvert la liaison de Jérôme ont produit la meilleure récolte que nous ayons jamais eue cette saison-là. Mais je ne pouvais pas profiter des fruits sans me souvenir du moment où tout avait changé. L'année suivante, j'ai planté différents légumes, de nouvelles variétés qui ne portaient pas le poids de cette découverte dévastatrice. Parfois, recommencer signifie planter des graines complètement différentes.